Voilà, bonjour tout le monde, me revoilà. Nous allons donc maintenant traiter l'exercice sur le transformateur, encore une fois. Donc c'est le dernier exercice de votre module électrotechnique. Voilà, exo 6. Alors cette fois donc on va étudier le transformateur, mais non pas du point de vue conception, mais du point de vue utilisation. Voilà. Et donc on vous a fait un petit scénario. Donc on vous dit qu'il y a un vendeur de piscine qui va proposer à ses clients un dispositif qui permet d'alimenter en 24 volts un éclairage. Donc on précise que ce sont des lampes à incandescence. Donc un éclairage basse tension, puisque c'est du 24 volts, et qui consomme une puissance de 50 watts. Voilà. Et puis également une pompe de 100 watts fonctionnant aussi sous 24 volts, avec un facteur de puissance de 0,5. Voilà. Donc tout ça c'est du 24 volts et ça doit être raccordé in fine au réseau électrique de 230 volts 50 Hz. Voilà. Donc pour transformer le 230 volts en 24 volts, c'est là qu'on va avoir besoin d'un transformateur. Alors première question, alors pourquoi du 24 volts? Eh bien dans les piscines, parce que la piscine est un milieu très humide où les gens sont très mouillés forcément, et donc il y a une norme qui impose qu'il n'y ait pas de 230 volts à proximité des piscines. Ça serait trop dangereux. Voilà, donc il faut que tous les appareils des piscines fonctionnent en basse tension. Ici j'ai pris 24 volts, mais je me demande même si la norme c'est pas du 12 volts. Voilà. On aurait pu faire l'exercice avec du 12 volts, pas de problème. Voilà. Alors nous, je vais rappeler un peu les données de l'exercice. Donc on doit alimenter en 24 volts, en fait on part de 230 volts 50 Hz. On doit fournir du 24 volts, alternatif 50 Hz, et ce 24 volts doit alimenter un éclairage de 50 watts. Voilà. Alors comme s'il s'agit de lampes à incandescence, on l'a déjà vu en télé, ces lampes se comportent comme des résistances d'un point de vue électrique. Donc ça veut dire que courant et tension sont en phase, puisque du fait du U égale RI des résistances, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déphasage entre courant et tension, et donc le cos phi de ces lampes, ça sera cosinus de 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Et puis la pompe, elle fait 100 watts. Et son facteur de puissance est de 0,5, donc ça veut dire que son cos phi est égal à 0,5. Voilà. Allez, on est armé pour traiter la question A. Donc dans la question A, on vous demande de déterminer la puissance apparente utile du transformateur monophasé permettant de réaliser un tel dispositif. Voilà. Donc en fait, il faut savoir combien de VA, de voltampères, va devoir fournir le transformateur. Donc en gros, combien de VA vont consommer la lampe, enfin l'éclairage, plus la pompe. Voilà. Alors pour ça, il faut dérouler, le plus simple, c'est de dérouler le calcul par la méthode de Bouchereau telle qu'on l'a fait au premier semestre. Voilà. Donc la méthode de Bouchereau, c'est de faire un bilan des puissances actives, puissances réactives complet, et puis après on déduit la puissance apparente. Voilà. Alors on va le faire. Donc c'est au secondaire, ce qui va être fourni par le secondaire, donc je vais appeler ça P2. Et bien c'est donc la puissance de la lampe plus la puissance de la pompe. Donc la puissance de la lampe c'est 50, plus la puissance de la pompe c'est 100. Donc en fait P2 ça vaut 150 watts. Ensuite on fait pareil avec la puissance réactive, Q2. Donc Q2 va falloir sommer la puissance réactive de la lampe. Alors la lampe, comme c'est une résistance, vous devez savoir que la puissance réactive vaut 0 pour la lampe. Voilà. Donc c'est 0. Voilà. Et puis il va falloir ajouter la puissance réactive de la pompe. Voilà. Et la puissance réactive de la pompe, on calcule ça, comme je vous l'ai appris, par la formule P tangente phi. Donc on va faire la puissance de la pompe que multiplie tangente phi de la pompe. La puissance de la pompe, elle est indiquée ici, c'est 100 watts. Et on multiplie par le tangente phi de la pompe, donc le phi de la pompe, ici, le phi c'est plus un cosinus de 0,5. Je vous rappelle que c'est un plus parce que les moteurs, une pompe ça marche avec un moteur électrique et que les moteurs électriques sont toujours inductifs. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on a vu au premier semestre. Donc ici je mets cos de 0,5. Voilà. Et donc on fait le calcul. Voilà, et là j'obtiens 173. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait P2 et Q2, on déroule la méthode de Bouchereau. On sait que S2, ça sera racine de
P2 au carré plus Q2 au carré. Formule du triangle rectangle des puissances, que je ne redessine pas, hein, vous devez le connaître. Et donc ça nous fait du 150 au carré plus 173 au carré sous une racine. Voilà, moi j'ai fait le calcul et j'ai obtenu 229 VA. 229 voltampères. Voilà pour la question A. Okay. Alors on va pouvoir passer maintenant à la question B. Question B. Déterminer I de N, la valeur efficace du courant secondaire en charge. Voilà. Donc I de N, c'est pas très compliqué. C'est donc toujours méthode de Bouchereau, hein, S2 divisé par V2. C'est-à-dire 229 VA divisé par V2, 24 volts. Tension secondaire. Voilà, donc je fais le 229 divisé par 24 et ça me donne 9,54 ampères. Voilà. Allez, question C, elle n'est pas très longue, donc j'ai la place de la mettre là en bas. Voilà, donc dans la question C, on vous dit, en considérant le transformateur comme idéal, calculez M, son rapport de transformation. Alors le rapport de transformation, c'est facile, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. En fait, c'est égal à V2 sur V1. En tension instantanée, comme en valeur efficace de tension, c'est pareil. Et donc, si on donne sur les valeurs efficaces de ces tensions alternatives, eh bien, V2, c'est 24 volts, divisé par 230 volts. Voilà. Alors, ça donne un rapport de transformation de 0,104. Voilà. On met pas mal de chiffres significatifs à chaque fois, parce que vous allez voir, on va avoir besoin de précision pour comparer différents fonctionnements, enfin, différents modèles du transformateur. Voilà. Allez, on a fait la question C. Est-ce que j'ai la place? Non, pas trop. Voilà. Alors, on va effacer un peu tout. C'est vrai que ça pourrait être utile de se souvenir de ça. Je vais peut-être le mettre dans un coin du tableau. Voilà. À la limite, ça, c'est les données du départ. On n'en a plus trop besoin. Ça j'en ai plus trop. Je pense pas qu'on en a trop besoin. Enfin, on s'en souviendra. Voilà. Par contre, ça peut ressortir. P2. Alors, P2, je vais le mettre là. P2 égale 150 watts. Et Q2 égale 173 VA. Puis allez, on va mettre S2 égale 229 VA. De toute façon, ça ne bougera pas. Ça sera les données permanentes pour la suite de l'exercice. Ce qui caractérise donc les consommations de la pompe et de l'éclairage. Voilà. Tiens, on va dire I2 égale 9,54 ampères, ça aussi. Et puis qu'est-ce qu'on a? M égale 0,104. Alors M il va changer au cours du temps, donc on va... Parce que là, je vous rappelle qu'on est dans l'hypothèse d'un transformateur idéal. Ouais. Ça nettoie pas bien du tout, ce truc-là. Alors, la dernière question. Donc, toujours en considérant le transformateur comme idéal, eh bien, il faut calculer IA nominal, c'est-à-dire le courant efficace en charge dans son primaire. Voilà. Donc dans son primaire, eh bien, on va obtenir ça, donc c'est la question D. Voilà. Donc ça, on va l'obtenir assez facilement, c'est-à-dire qu'en fait, IAN, comme je vous l'indiquais juste avant, ça va être M fois I de N. Voilà. Donc on va mettre le 0,104 qu'on a trouvé juste avant, que multiplie 9,54 ampères. Et ça, alors, assez précisément, j'ai arrondi, ouais, ça fait 1 ampère. Voilà, voilà. On va écrire 1,0 ampère. Pile poil. Et puis on peut le faire aussi d'une autre manière. On aurait pu. Alors je vous ai décrit tout à l'heure que en fait, IAN, en fait, c'est la puissance apparente au primaire divisée par la tension primaire. Par définition, en retournant la formule de définition de la puissance apparente. Et en fait, comme le rendement entre guillemets du transformateur est de 100%, et bien la puissance apparente au primaire, c'est la même que la puissance apparente au secondaire.
Voilà. Et la puissance apparente au secondaire, on la calcule ici, c'est 229. Et on divise par 230. 229 VA divisé par 230 volts. Et là encore, hein, à 1 V après, on retrouve 1 ampère. Voilà. Donc ça fait deux méthodes pour obtenir le même résultat. Voilà. Bon. Eh bien, c'est venu maintenant le temps d'aborder les questions suivantes, mais je vais faire une petite pause vidéo et on se retrouve tout de suite après. Voilà, nous sommes repartis pour cette fois la deuxième partie, je dirais, de cet exercice-ci sur le transformateur. Voilà, donc on sait le besoin, hein, il faut fournir une puissance apparente de 229 VA en 24 volts. Voilà. Et eh bien on nous dit que le vendeur de piscine a repéré dans un catalogue un transformateur de 230 volts à 24 volts, donc ce qu'on voulait, et 250 volts ampères. Voilà. Donc il est un peu plus puissant que ce qui est nécessaire, mais c'est obligé de faire ça. Voilà. Et il est mentionné que la consommation à vide de ce transformateur est de 10 watts, avec un courant primaire de 0,3 ampères. Voilà. Consommation à vide, ça veut dire consommation quand on ne branche rien au secondaire. Voilà. C'est-à-dire que le transformateur est juste alimenté sur son primaire en 230 volts. Le courant primaire est de 0,3 ampères efficace et la puissance consommée de 10 watts. Voilà. Alors on vous demande de commencer par dessiner le modèle du transformateur avec celle de fuite et résistance d'enroulement ramenée au secondaire. Voilà. Donc c'est un modèle qui n'est pas tout à fait rigoureux, hein, mais le modèle vraiment rigoureux du transformateur, il est trop compliqué à manier, et celui-là donc résulte d'une petite approximation de celui qu'on va voir maintenant de modèle, mais qui permet quand même d'obtenir beaucoup de résultats, quasiment tous les résultats. Voilà. Alors ce modèle, il ressemble à celui qu'on avait obtenu dans l'exercice 5, le précédent, c'est-à-dire que en fait, à la base de ce modèle, hein, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir un transformateur idéal, puisque c'est ce qu'on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. Dans le modèle du transformateur réel, il y a un transformateur idéal, avec son rapport de transformation. Voilà. Et nous, quand on a fait l'exercice 5, on avait vu que dans le modèle du transformateur, eh bien, à cet endroit-là, il fallait rajouter ce qu'on appelait une inductance magnétisante, LM, comme ça. Voilà. Voilà. C'est le modèle sur lequel on était tombé quand on avait fait l'exercice 5 de conception d'un transformateur. Alors dans la vraie vie, ça va être un petit peu plus compliqué, puisque déjà, quand on avait obtenu ce modèle, on avait négligé la résistance des fils des enroulements primaires et secondaires. Voilà. Donc là, maintenant, je vais les rajouter. Alors, normalement, la résistance de l'enroulement primaire, je devrais la mettre ici, là, sur ce fil-là. Voilà. Et puis, je devrais mettre celle de l'enroulement secondaire ici. Et bien, en fait, c'est là qu'on fait des petites transformations, des petites approximations, et la résistance R1 de l'enroulement primaire qui est ici, normalement, enfin, je peux vous la dessiner ici, hein. Allez, on va faire comme ça, voilà. Voilà. On doit avoir R1, et ici, on doit avoir R2. Et bien, qu'est-ce qu'on fait dans le réel, enfin, pas dans ce schéma approché? Le R1 qui est ici, en fait, on le passe de l'autre côté, donc ça, ici, c'est une légère approximation. Et une fois que le R1 est ici, eh bien, quand on le passe à travers le transformateur, et quand on passe à une impédance, quelle qu'elle soit, une résistance, une inductance, etc., du primaire au secondaire, eh bien, comme la tension va être multipliée par M et le courant divisé par M, on montre assez facilement que cette impédance, eh bien, donc la résistance R1, on va la mettre ici, en série avec la résistance R2, voilà, mais elle sera multipliée par M au carré, voilà ce qu'on démontre facilement. Et puis ici, on aura R2. Voilà. Et comme ces deux résistances sont en série, eh bien, qu'est-ce qu'on fait après? On n'en met plus qu'une seule. Et on dit qu'on les ajoute. Voilà. Donc ces deux résistances en série, ça s'appelle R équivalent 2. Voilà. Donc, qui tient compte des deux résistances d'enroulement primaire et enroulement secondaire. Voilà. Ensuite, dans ce modèle-là, on va rajouter alors encore un autre petit défaut par rapport au transformateur idéal, eh bien, qui est dû au fait que le circuit magnétique d'un transformateur ne canalise pas le flux du champ magnétique à 100%. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du flux de champ magnétique qui traverse un petit bout de flux de champ magnétique qui traverse une spire du primaire sans traverser une spire du secondaire, par exemple. Et ça, on démontre, et c'est fait dans votre cours, que ça va faire rajouter dans le schéma équivalent du transformateur une inductance ici, on va appeler LF, alors inductance de fuite, puisque ce flux qui n'est pas totalement canalisé par le circuit magnétique, on appelle ça le flux de fuite, qui donne
naissance à ce qu'on appelle une inductance de fuite. Et puis on va pareil, équivalent 2, parce que normalement, pareil, c'est l'agglomération de deux selfs de fuite, deux inductances de fuite. Voilà. Bon, on se rapproche là. Donc ici, on est en sortie du transfo. On a la tension V2. Voilà. Voilà. Ça, c'est le secondaire. Et puis après, ben, évidemment, qu'est-ce qu'on va avoir là, dans notre exercice? Enfin, on va avoir la pompe plus l'éclairage. Donc ce qu'on va appeler la charge. Voilà. Ça, c'est la charge du transformateur. Ensuite, ben, ici, c'est la tension primaire. Alors, bien. Et ensuite, il manque encore un petit défaut à rajouter dans ce circuit. C'est le fait que le circuit magnétique peut être le siège de perte, c'est-à-dire d'échauffement, c'est-à-dire d'énergie qui se transforme en chaleur. Enfin, peut être et notamment alors il y a deux types de pertes. Il y a les pertes par cycle d'hystérésis, donc ça je vous en ai déjà parlé, puisque ce qui est lié au fait que le circuit magnétique, ou le matériau magnétique du circuit magnétique soit doté d'une mémoire magnétique, faible, mais quand même, qui engendre des pertes. Et puis il peut y avoir aussi des pertes par courant de Foucault, c'est-à-dire des courants électriques qui sont induits dans le circuit magnétique, du fait du champ magnétique variable dans ce circuit magnétique. Normalement, un bon circuit magnétique, on se débrouille pour le faire en matériau qui est un isolant électrique, pour ne pas avoir ces courants de Foucault. Mais il se trouve que les matériaux qui ont vraiment beaucoup de conductivité magnétique, qui ont un MUR très élevé, eh bien, ils sont également conducteurs électriques. Donc en fait, on fait un compromis. Et donc, il y a un peu de conduction électrique dans ces circuits magnétiques. Et les pertes dans le circuit magnétique, on va les symboliser par une résistance qu'on va appeler RF. Voilà, parce que en fait, elle correspond aux pertes fer, indiquant que le circuit magnétique eh bien, en fait, est composé de matériaux à base de fer. Voilà, tout simplement. Donc l'usage c'est d'appeler ça RF. Voilà, voilà, on est à peu près armé. Là, on a le schéma équivalent du transformateur. Ce qu'on va faire tout de suite, avant même d'envisager les questions suivantes de l'exercice, on va donner les relations générales qui vont nous servir jusqu'à la fin de l'exercice. Et ces relations générales sont toutes bêtes, elles résultent du théorème de Bouchereau. Donc le théorème de Bouchereau, il dit quoi? Eh bien, il dit que la puissance fournie ici à l'entrée du circuit, c'est la somme des puissances consommées par chacun des éléments du circuit. Donc c'est tout simple. Voilà. Et notamment, ça marche pour les puissances actives et les puissances réactives. Donc pour la puissance active, la puissance qui rentre dans le transformateur, on va appeler ça P1. Voilà. Et P1, ça va être la somme des puissances consommées par tous les éléments du circuit. Qu'est-ce qui consomme la puissance réactive? Eh bien, ça ne va pas être le transformateur idéal, puisque lui, il a un rendement de 100%. Donc, rendement de 100%, il n'y a pas de formation de chaleur dans ce composant, il est parfait. En fait, les seuls composants qui consomment la puissance active, a priori, ce sont les résistances, ce ne sont pas les inductances, ça vous devez le savoir. Et il y a aussi la charge, qui consomme sa puissance, qui est connue, c'est P2. Voilà. Alors, on va écrire tout ça, assez bien. La puissance dans RF, on va l'écrire. On va écrire tout ça. Ça fait PRF plus PREC équivalent 2 plus P2. Et ça fait, eh bien, PRF, ça nous donne V au carré sur RF. Puisqu'en fait, on connaît bien la tension appliquée aux bandes de RF. On peut donc on pourra utiliser une formule du genre U au carré sur R, enfin on pourra avoir envie d'utiliser une formule du genre U au carré sur R pour cette résistance R équivalent 2, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas accès à cette tension, on ne la connaît pas. Par contre, dès ce qu'on connaît, c'est le courant I2 qui va sortir du transformateur, il est là. Donc I2, voilà. Et donc, eh bien, on fait avec la formule R carré, donc ça donne R équivalent 2 fois I2 au carré, plus P2. Si je fais la même chose maintenant avec la puissance apparente, donc j'obtiens que Q1. Alors la puissance apparente, elle va se situer dans les inductances, ici. Donc pour Lm, eh bien, on fera la formule V1 au carré sur Lm oméga. Voilà, pour la puissance réactive de l'inductance. Pour la puissance réactive de Lf équivalent 2, on fera la formule équivalent de R carré, c'est-à-dire Lf équivalent 2 oméga fois I2 au carré. Voilà. Et puis plus Q2. La charge, elle consomme de la puissance active et de la puissance réactive, les deux. Voilà.
c'est I1, etc. Et ici, c'est M fois I2. Voilà. Donc à noter que cette fois, I1 sera un peu différent de M fois I2, puisqu'il faudra lui ajouter le courant dans la résistance RF et le courant magnétisant. Voilà, qu'on a appelé déjà la dernière fois IM. Voilà. Okay. Avec tout ça, on va pouvoir traiter les questions suivantes de l'exercice. Allez, je fais une petite pause vidéo et puis on reprend juste après. Alors maintenant qu'on a établi donc, toutes ces relations fondamentales qui vont nous servir pour la fin de l'exercice, eh bien on nous demande d'en déduire la valeur RF, la résistance rendant compte des pertes dans le circuit magnétique. Donc en fait on veut déterminer la valeur de RF qui est ici. Voilà. Alors sachant que les consommations à vide du transformateur sont de 10 watts. Alors pour répondre à cette question, il faut juste comprendre un truc tout simple. C'est que quand on est en consommation à vide, ça veut dire qu'en fait on n'a pas branché de charge ici. Donc en fait P2 vaut 0, Q2 vaut 0, et surtout I2 vaut 0. Voilà. Du coup la première relation qui est ici, eh bien ce terme est nul, et donc en fait on a P1 qui vaut V1 au carré sur RF. Voilà. Et donc la seule inconnue qu'on ait dans cette équation, eh bien ça va être RF, puisqu'on nous donne la puissance consommée à vide qui est de 10 watts, et la tension primaire qui est de 230 volts. Voilà, donc pour répondre à cette question F, ici, eh bien on va écrire simplement que P1, alors quand on fait consommation à vide, on écrit P1 0 comme ça. Eh bien ça va être égal à V1 au carré sur RF. Et donc on va déduire que RF eh bien, sera égal à V1 au carré sur P1 0. Donc ça entraîne que RF sera égal à 230 au carré sur 10 watts. Puisque P1 0 c'est 10 watts, c'est donné dans l'énoncé. Et donc en faisant le calcul, on obtient 5290 ohms. Voilà pour RF. Alors, en déduire LM, la valeur de sa self magnétisante, ici. Donc LM, en fait, ça va être exactement le même combat à peu près, sauf qu'en fait LM intervient dans la puissance réactive. Voilà. Et comme on est en fonctionnement à vide, bien I2 vaut 0, Q2 vaut 0, donc en fait il suffit de prendre cette formule, lui enlever ces deux termes-là, et de s'apercevoir que LM est la seule inconnue de l'équation. Voilà. Donc ça c'est la question G. Donc on va écrire que Q1 0 c'est égal à V1 au carré sur LM oméga. Voilà. Et on retourne la formule. Comme ça. Lorsqu'on calcule LM oméga, on dit directement LM. Ah, il y a un petit souci quand même, c'est pas grave. Donc on en déduit que LM, eh bien ça va être égal à V1 carré sur Q1 0 oméga. Voilà. Alors V1 carré, on sait ce que c'est, hein, c'est 230 V1. Oméga c'est 314, hein, c'est 2π50 puisqu'on est en 50 Hz, donc 314. Par contre on ne connaît pas Q1 0, c'est pas donné dans l'énoncé. Voilà. Mais en fait on peut le calculer parce qu'on sait que Q1 0, eh bien toujours avec le triangle rectangle des puissances, hein, et la formule de Pythagore, on sait que ça va être la racine carrée de S1 0 moins P1 0. Alors P1 0 il est donné dans l'énoncé, il vaut 10 watts. Hein. D'accord. Égal racine. Alors lui il vaut 10 watts. Ah, j'ai oublié les carrés. On met au carré bien sûr. Donc je mets 10 watts au carré là. Et S1 0 il n'est pas donné directement. Mais en fait, S, il suffit de se souvenir ce que c'est. Hein, c'est valeur U fois I, quoi. Enfin, la tension primaire fois la tension, le courant primaire en valeur efficace. Voilà, donc c'est V1 fois I en fait. Et si vous regardez dans l'énoncé, les valeurs alors, on va mettre I1 0 surtout, puisque c'est la tension, le courant consommé par le primaire en fonctionnement à vide. Voilà. Et ça, c'est donné dans l'énoncé, on vous dit que ça fait 0,3 ampères. Donc à la fin, ça fait donc racine de 230 fois 0,3. Le tout au carré, j'ai mis encore le carré, décidément, moins 10 au carré. Et là, on peut déjà faire le calcul de Q1 0, et moi j'ai obtenu 68,2 bar.
Tiens, je me suis aperçu que là je me suis trompé pour Q2 aussi, c'est des VAR. Voilà. Volt ampère réactif. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien donc ensuite il suffit de réinjecter dans la formule qui est ici, et donc on obtient Lm égale 230 volts au carré divisé par Q10, c'est-à-dire 68,2 fois oméga qui vaut 314. Voilà. Et on fait l'application numérique, et là on obtient une inductance de 2,47 Henry. Voilà. Allez, on aborde la question H, et dans la question H, on nous dit d'en déduire une nouvelle estimation du courant primaire en charge, tenant compte de ses consommations à vide, voilà, mais en négligeant eh bien, les selles de fuite et les résistances des enroulements. Alors ça veut dire quoi, ces choses-là, concrètement? Ça veut dire que les résistances d'enroulement, c'est là, on va considérer que ça c'est 0, pour l'instant c'est négligeable, et puis pareil ici, que la selle de fuite c'est 0, donc en fait on raisonne comme si ici il y avait un fil complet. Voilà. Et aussi, surtout, comme si eh bien, les valeurs de ces deux termes-là, celui-là et celui-là, étaient nulles. Voilà. Donc en fait, on va reprendre ces relations, on va refaire tous nos calculs, parce qu'on va refaire le bilan des puissances de manière à calculer I1. Donc en tenant compte quand même de la puissance réactive consommée par Lm et de la puissance active consommée par Rf. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Alors je vais effacer ce côté-là du tableau, puis on va faire ces calculs. Voilà. Allez, un tableau à peu près blanc, on peut repartir. Donc cette fois on est dans la question H. On déduire la nouvelle estimation de I1. Donc on va dérouler, on va calculer P1, Q1, S1, et puis une fois qu'on aura S1, eh bien on déduira I1. Alors P1, eh bien ça va être ce terme-là, d'accord? Donc ça va être égal à PRF. Celui-là, je le néglige encore, plus P2. Alors PRF, je ne vais pas le recalculer, hein, on savait que c'est on a calculé, enfin c'est dans l'énoncé, en fait c'est 10 watts, et puis on rajoute plus P2. Et P2, lui, il fait, c'est 150 watts, voilà, c'est la puissance consommée par la pompe et l'éclairage. Et ça fait donc 160 watts. Q1, eh bien ça sera la somme de QLM, plus, donc là on néglige, hein, ça, on dit pendant qu'on néglige, plus Q2. Voilà. Et QLM, eh bien j'ai calculé juste avant, hein, c'était 68,2 var. Et puis Q2, eh bien Q2 c'était 173. Voilà. Donc quand on fait cette somme, tac tac tac, moi j'obtiens 241 var. Alors ça doit être 241,2. Mais bon, allez, on est comme ça. Voilà. Et puis ensuite on calcule S. Donc S1, c'est racine de P1 carré plus Q1 carré, donc j'écris direct, ça fait 160 au carré plus 241,2 au carré. Voilà, et quand je fais le calcul, moi j'obtiens 289 VA. Voilà. Donc ça fait, voilà, si le transfo était idéal, hein, on avait dit tout à l'heure que S1 serait égal à S2, c'est-à-dire à 229 VA. Et en fait, du fait de la self magnétisante, et, enfin des consommations à vide, eh bien la puissance apparente au primaire, elle a gonflé, quoi, elle est à 289 VA. Et du coup, le courant primaire nominal, là, eh bien, il sera égal à ce S1 en charge, S1 divisé par V1, c'est-à-dire 289 sur 230 volts. Alors 289 sur 230, ce que je vais faire... Oh, je refais. Ah si, 1,26 ampères. Voilà, donc compte tenu de ces consommations à vide, le courant primaire, eh bien, il gonfle. Il est plus gros que prévu dans le cas d'un transformateur idéal. Voilà, il vaut 1,26 ampères. Voilà. Bon, on va faire une petite coupure vidéo et je reprends pour la dernière partie de l'exercice qui va suivre. Allez, à tout de suite.